Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikma, bonjour. Amis téléspectateurs, amis Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Adrien Choubakou, bonjour. Bonjour Ahmed Arikma, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en plateau ce matin, Adrien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé en plateau. Plaisir partagé. Allez, l'actualité ce matin est concentrée sur 2-3 sujets essentiels. Déjà, commençons par celui rattaché au colloque sur le code électoral initié par la conférence épiscopale du Bénin. La presse en parle de manière, assez diverse ce matin. Enfin, les récriminations du gouvernement, par exemple, mis en lumière par le porte-parole du gouvernement, tandis que certains quotidiens estiment que oui, quand je prends par exemple Dynamisme Info, alors la une va s'afficher, celle de Dynamisme Info, qui parle ce matin d'un grand mérite au clergé d'avoir fait éclairer par des spécialistes. Laurent. Je crois que certaines personnes qui soutiennent le chef de l'État, Patrice Talon, doivent cesser ou arrêter de jouer les néophytes politiques ou les ignorants de l'histoire. Parce que nous avons une histoire et quand on se réfère à cette histoire, on doit se rendre compte qu'à un moment donné, l'Église catholique a joué un rôle prépondérant. Je l'ai rappelé la semaine dernière. Et donc, si l'Église catholique s'intéresse au code électoral au point d'y convier, en tout cas, des têtes pensantes, d'ailleurs, ceux qui ont pris la parole au cours de ce colloque, c'était rien que des Béninois. Donc, qui sont des experts, je suis tenté de dire, qui ont parlé de la question. Quand je prends un certain Mathias Rouppert, on a de fierté à l'écouter au plan international évoquer les situations électorales dans les pays, et les conflits, les crises dans les pays. Et donc, voilà, nous avons un digne fils du Bénin qui, véritablement, a les éléments, en tout cas, intellectuels pour aborder la question. On a pu voir la posture adoptée par les uns et les autres, et qui, d'ailleurs, même quand on se réfère à ce que disait Maître Robert Dessous, critiquer ou relever les insuffisances d'un système ne fait pas de vous un opposant. Malheureusement, c'est le cas chez nous. Et donc, les gens doivent pouvoir comprendre, même si à un moment donné, on a comme l'impression que les vestiges de l'histoire sont effacés. Je fais allusion au PLM Alédio, qui en réalité devrait être rénové pour servir de point de repère à toutes les générations, parce qu'à un moment donné, on rappellera à toutes les générations que c'est en ce lieu emblématique que se sont déroulés les travaux de la conférence nationale qui nous a conduit à la démocratie. Et donc, si, dans une certaine mesure, on a l'impression ou on constate que les vestiges de l'histoire sont effacés, il y a lieu de comprendre la posture de certaines personnes, parce que ces personnes, peut-être, font semblant de ne pas reconnaître que nous avons une histoire. Et donc, je voudrais rappeler aux acteurs politiques, toutes catégories confondues, tous bords confondus, que nous avons une histoire. Et quand on se réfère à cette histoire, il faut apprécier ce que la conférence épiscopale a initié. Il faut apprécier les positions adoptées par les uns et les autres, maintenant voir qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce qui a été dit et qui pourrait consolider le vivre ensemble, qui devrait travailler à préserver véritablement la paix chèrement acquise dans une certaine mesure. Donc moi je conclue en disant ceci. Nous avons un peuple, nous avons une histoire. On ne saurait se passer de l'histoire et on ne saurait se passer des leaders religieux. Les mêmes personnes qui condamnent la conférence épiscopale, quand je vois le porte-parole du gouvernement dire qu'il a des choses à reprocher à la démarche, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les évêques, en initiant, viennent s'agenouiller devant Patrice Talon pour dire « Pardon, autorise-nous à organiser colloque ». Nous sommes tous des filles et des fils du Bénin. Et donc, nous sommes libres. Et puis, la Constitution, l'article 25 de la Constitution, donne droit à tout citoyen de se réunir et de manifester ou bien de mener des débats conformément aux dispositions de la loi dans une certaine mesure. Et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, ils ne sont pas allés marcher, même si marcher aussi n'est pas un péché en soi. Si on constate que les gens veulent réprimer toujours les marches, marcher en soi n'est pas un péché. Il y a que les gens sont libres d'initier tout débat autour de l'actualité politique du Bénin, sont libres d'évoquer toute question qui engage la vie de tous les Béninois. Donc, c'est très important. Il faut apprécier cette initiative de la conférence épiscopale et dire merci à toutes ces personnes qui, malgré
les appels à la démobilisation, parce qu'on a vu comment est-ce que on a voulu lyncher pratiquement les gars, les responsables de la conférence épiscopale, les organisateurs. Malgré tout, la salle était comme les gens ont répondu à l'appel de la conférence épiscopale et ont parlé avec un ton assez, en tout cas assez calme, des discours assez francs, on a compris. Et donc, il y va de l'intérêt du pouvoir en place maintenant d'accepter de recevoir les recommandations, les conclusions de ce colloque. Et puis maintenant, conclusions qu'on attend toujours. Oui, justement. Et donc, de voir dans quelle mesure on peut modifier ou corriger ce qui est là. En tout cas, tenir compte. Qui, ma foi, tenir compte des conclusions, ce colloque. Et pour modifier, revoir ce qui est fait là, et qui, ma foi, est chrysogène. Je ne cesserai pas de le dire jusqu'à ce qu'on enlève les dispositions chrysogènes. Oui, Adrien Tchomakou, sur la question donc, du colloque sur le code électoral organisé par l'Église catholique. Matin Libre écrit ce matin, Matin Libre ne fait pas des propos de Séverin Cueulhomme qui estime que c'est un réveil citoyen. Et sur le même sujet, justement, le matinal nous parle des reproches du gouvernement à l'Église catholique concernant ce colloque. Oui, vous savez, Ahmed Darikba, nous sommes dans un état de droit et quand on parle de l'état de droit, c'est la pluralité des expressions, la pluralité des idées, des opinions. C'est ça l'équivalence de la démocratie. Et en l'état, je pense que le Bénin doit toujours continuer à étonner positivement le monde entier. Si l'Église catholique, au lendemain de cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, je voudrais parler du code électoral qui a été voté. Si l'Église catholique prend le lead d'organiser une assise pour pouvoir décrypter cette loi, décrypter les articles de ce code électoral, je pense que c'est une très bonne chose parce que si vous ne parlez pas, si vous ne faites pas des analyses approfondies, vous ne pouvez pas vous comprendre. Vous ne pouvez pas savoir là où se trouvent des couacs. Vous ne pouvez pas mieux comprendre comment faire pour développer davantage ce pays. En réalité, le code électoral tel que présenté, voté par les députés à l'Assemblée nationale, n'est pas une mauvaise loi. Moi, j'ai lu et je pense que c'est l'une des meilleures lois en République du Bénin que nous avons. Mais aucune œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc, il faut toujours améliorer. Si en 30 ans, le Bénin a eu droit à 34 codes électoraux, vous voyez ce que je dis? 34 différents codes de loi. La loi électorale, on a modifié ça pendant 34 fois. Il n'y a pas eu 34 codes électoraux en 30 ans. Il y a eu des modifications, 34 modifications. Par contre, on peut dire à partir de 2016, il y a de nouveaux codes électoraux. On va nuancer. Pour être totalement clair. Oui, pour être plus clair. Chaque fois quand on modifie un code électoral, c'est tout comme si nous avons un nouveau code. Donc ça a été modifié 34 fois. On ne va pas en faire un débat. Voilà, nous pouvons alors dire que nous avons eu au total 34 codes électoraux. Parce que ça a été modifié au moins 34 fois. Donc je pense quand même qu'en l'état, le Bénin peut encore modifier le code électoral que nous avons. Et si les gens ne jettent pas des bases, si les gens ne décryptent pas ce qui est là, ils ne peuvent pas savoir ce qu'il faut mettre dedans, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter. Et je pense que la relecture de notre code électoral sera bientôt à nouveau à l'ordre du jour. Moi, je l'ai toujours souhaité. Je dis oui, nous avons un bon code électoral qu'on peut encore modifier, qu'on peut encore parfaire. Donc, je pense que cette assise de la conférence épiscopale est la bienvenue. Nous attendons les grandes conclusions. C'est vrai qu'on a suivi un peu les travaux, il y a eu assez de récriminations, il y a eu assez de propositions. Et je pense que déjà, on peut déjà faire une lecture de ce qu'on peut enlever ou de ce que la conférence épiscopale souhaite qu'on ajoute, qu'on enlève pour pouvoir parfaire l'œuvre que nous avons actuellement. La conférence épiscopale, quand vous suivez un peu les travaux, ne rejette pas en bloc le travail fait par les députés à l'Assemblée nationale. C'est pour améliorer. Et je pense que si nous pouvons faire poser une action pour pouvoir contribuer au développement de notre nation, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, moi, je pense que... Que dites-vous des propos justement du porte-parole du gouvernement qui estime, c'est l'événement du jour qui le cite ici, que la démarche est critiquable et condamnable?
toute démarche sur terre est critiquable. Il n'y a pas ce que vous allez faire Qui puisse avoir l'assentiment de tous. tout le monde. Écoutez, vous pensez que ce que nous disons ici tous les matins, même si nous faisons un travail hautement professionnel, que tout le monde nous applaudit, les gens ne peuvent pas vous applaudir. Donc, si le gouvernement, si le porte-parole estime qu'il y a des choses à dire, je pense que c'est de son droit, c'est de ça que nous parlons. Nous parlons de la démocratie. Et en démocratie, tout est permis selon les règles de l'art. Pourquoi dit-on en journalisme que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres? C'est de ça qu'il est question. Donc, je pense que tout est critiquable. On peut critiquer positivement comme on peut critiquer négativement. Oui. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Allez, un autre sujet très rapidement, celui-là. Disons, on va marquer tout le week-end jusqu'à ce matin. On continue d'en parler. Je pense qu'on en parlera encore tout au long de la semaine. L'Indépendant, eh bien, s'interroge: dispersion de la marche des travailleurs. À qui profite la tension, Laurent Roland-Tonnet-Nkès? Il faut poser la question à ceux qui ont empêché les travailleurs de marcher. Il faut leur poser la question de savoir à qui profite l'action qu'ils ont menée samedi dernier pour empêcher la marche. Toujours est-il que quand il y a des exécutants, c'est qu'il y a des donneurs d'ordre dans une certaine mesure. Donc, nous avons vu que le préfet du littoral avait annoncé les couleurs 48 heures avant la marche. Donc, déjà, à qui ça profite? Estimant que toutes les dispositions n'ont pas été oui, de toute façon, on a écouté les secrétaires généraux des confédérations syndicales qui ont dit clairement qu'ils ont saisi tout le monde. D'ailleurs, puisque Adrien Tchomakou rappelait vendredi que nous sommes dans un régime déclaratif. Et donc, le régime déclaratif suppose qu'il faut écrire pour annoncer. Voilà. Mais ils ont fait ça. Et mais malgré tout, on leur a rappelé qu'il y a des dispositions, en tout cas, on comprend de toute façon. Ce que je voudrais dire, c'est tout simple. Et je leur ai rappelé quand ils avaient annoncé les couleurs pour dire qu'il y aura marche. D'aucuns pensaient que oui, les marches, à quoi bon, que ça ne dérangeait pas Patrice Talon et son gouvernement. Je disais, attention, dans tout régime, quand on commence par dire marche pour dénoncer, pour protester, c'est pas bon pour un régime. Et chose curieuse, c'est dans la période, c'est-à-dire, rien n'arrive au hasard. Et c'est pour ça que le gouvernement doit faire attention. C'est dans la période où Charles Michel quitte de l'Union européenne était au Bénin que le problème se pose. Donc les gens doivent se poser suffisamment de questions pour dire, cette manière de faire les choses-là, le monde entier nous regarde. Et ceux-là qui sont en Europe, l'Union européenne, qui parlent de liberté fondamentale, qui parlent de démocratie, liberté, respect des droits humains, des droits des travailleurs, quand vous en arrivez à empêcher les travailleurs de manifester parce qu'ils sont en difficulté, vous affaiblissez en réalité. Moi, je pense que la meilleure option aurait été d'organiser, d'accepter cette marche-là, mais d'encadrer. Mais écoutez, on va jusqu'à même arrêter les secrétaires généraux. Et d'ailleurs, même le troisième qui a été arrêté, n'était même pas, on ne l'avait même pas arrêté sur le site de marche, il était allé voir quelque part et on est allé le chercher là-bas. C'est des choses qui a fait. Et moi, je dis, est-ce que Patrice Talon, le chef de l'État, est conscient suffisamment que ceux qui sont autour de lui veulent l'enfoncer? Parce que c'est la lecture que je fais. Si ce n'est pas lui qui a... La tension profite finalement à l'entourage du chef de l'État. Non, mais aujourd'hui, non, de toute façon, moi je ne tire pas la conclusion. J'expose les faits. Ceux qui nous suivent vont tirer la conclusion pour nous dire à qui ça profite. De toute façon, si le chef de l'État n'est pas donneur d'ordre et que les gens autour de lui veulent montrer leur zèle en arrêtant des... D'abord, attendez, Anselme Amoussou aujourd'hui est secrétaire général de la CSI Afrique. Donc, il n'est plus un syndicaliste national, il est au plan africain. Et tous les regards sont sur ce monsieur-là. Et parce que ce monsieur fait partie des organisateurs d'une marche pour dénoncer la cherté de la vie, c'est que vous l'arrêtez. Et vous avez vu les images, j'ai vu des images au niveau de la bourse du travail où on les a enfermés dans la maison. On a fermé le portail pour dire qu'il ne doit pas sortir. Et ça se passe dans une démocratie. À moins qu'on éviter que... non, à moins qu'on... ça se passe dans une démocratie. À moins qu'on dise qu'on n'est plus en... Pour éviter des dérives, pour éviter que... Mais quelle dérive? La circulation nous avons l'impression que... C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons l'impression que les gens sont ignorants de l'histoire du Bénin. Pourquoi? De 2012 à 2016, autant de marches organisées, autant de conférences de presse, autant de mercredis rouges pour dénoncer, pour critiquer Boni Yayi, autant d'actions pour le traiter de tous les noms. Et c'est ça qui a mené ceux qui sont là au pouvoir. Donc,
il ne faut pas que les gens continuent d'être ignorants de l'histoire. Nous avons une histoire et tout le monde n'a pas une mémoire courte dans le pays. Tout le monde voit, tout le monde a vu et tout le monde continuera à voir. Moi, je pense sincèrement que les gens doivent pouvoir rendre service au chef de l'État. Le chef de l'État avait fini sa mission en 2026 à la tête du Bénin. Les gens qui sont autour de lui, qui font un essai de zèle, là, il doit pouvoir les décharger pour qu'ils puissent sortir par la grande porte avec une bonne image en 2026. C'est très important. Adrien Tchomakou, Fraternité écrit sur le sujet ce matin, gouvernement et travailleurs, dos à dos, le dialogue comme meilleure arme. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce que conseille également le patriarche Da Silva aux syndicalistes, le dialogue. Tout à fait, M. Arekba, il faut dire que, comme Fraternité l'a annoncé, c'est... syndicalistes et pouvoir public dos à dos, voilà, le dialogue, l'âme du dégel. Tout à fait. L'âme du dégel, c'est bel et bien le dialogue. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que vous posiez la question de savoir tout à l'heure à qui profite l'attention. Écoutez, la réponse elle est très simple. Cette tension profite à ceux-là qui ne veulent pas respecter les tests. Okay. Et les tests, c'est quoi? Autrement dit, la réponse à votre préoccupation, c'est que cette marche qui a été rejetée profite autrement aux syndicalistes et au gouvernement. C'est-à-dire, quand je prends le gouvernement, nous sommes dans un régime déclaratif. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans un état d'urgence. Nous sommes dans un régime déclaratif. Et quand on est dans un régime déclaratif, c'est que le travailleur ou les travailleurs qui veulent marcher doivent informer la municipalité ou la préfecture soit 12 heures avant. Ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça quand? Vous voyez bien comment les responsabilités sont partagées? Ils ont fait ça quand? À 24 heures finalement, ce qui a été révélé par la préfecture. C'est ça le paradoxe. Pour tout le monde, pour plus de... Parce que moi, c'est depuis 2 semaines que les syndicalistes agitaient dans l'opinion publique qu'ils organisent une telle marche. Ce qui est normal, parce que ça s'organise dans les autres pays. Et donc, je pense que vous ne pouvez pas être en train de planifier une marche depuis 2 semaines et vous savez bien que en l'état, nous sommes toujours dans un régime déclaratif et qu'il faut déclarer sa marche 3 jours francs. C'est-à-dire, sont 12 heures à l'avance. Mais pourquoi ne pas le faire au lieu d'aller à la télé parler? Ce qui n'a pas été fait. Vous voyez un peu là où se trouve le problème. Donc, maintenant, même si les syndicalistes ont mal agi, je pense qu'au nom de l'action sociale, au nom de la paix, de la cohésion sociale et au nom de notre patrie commune, le gouvernement devrait encadrer, autoriser cette marche. Le gouvernement ne va pas exiger du moins une autorisation spéciale. Dans le cas d'espèce, c'est le préfet. C'est la préfecture de Cotonou. Et j'ai suivi un peu les choses. Des gens ont été chargés. Il y a eu des gaz lacrymogènes, il y a eu des interpellations, des arrestations. Une force à la loi. En matière de répression pour troubles à l'ordre public, il y a des dispositifs. Même si, à supposer que le préfet ait donné plein pouvoir au directeur général de la police, telle que l'opération a été conduite, elle a été mal conduite. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Parce qu'il y a des tests qui encadrent. Est-ce qu'il y a eu des sommations? Le directeur général de la police, parce qu'en réalité, ce que disent les tests, c'est le préfet qui doit être présent sur les lieux. Et c'est le préfet qui doit donner 3 différentes sommations. Ça n'a pas eu lieu. Ils ont même empêché des regroupements. Même s'il y a eu interdiction, on n'empêche pas les attroupements. On encadre les regroupements. Et c'est quand c'est encadré, c'est ce que disent les textes, comme je vous explique, que le préfet, si vous voulez insister et vous voulez marcher, le préfet va donner des instructions. Si le préfet même n'est pas là, le secrétaire général de la préfecture sera là, ou le directeur du cabinet. Et c'est après 3 sommations que le préfet peut ordonner le directeur général de la police, qui aussi doit être sur le terrain, à supposer, et c'est évident, le préfet n'était pas là, le directeur général de la police était sur les lieux. Oui. Tu peux se gérer par téléphone. Tu peux le faire par téléphone. Oui, je dis que lui, il était sur le terrain. Mais lui n'a pas donné de sommation. On a vu
Roundéon, quand Roundéon était commissaire central de Cotonou, avant que Roundéon nous donne la charge pour que l'actuel ministre de la décentralisation soit chargé en ce moment, il avait donné 3 fois de sommation. Les sommations étaient données 3 différentes fois. Et lui-même, quand il était allé au tribunal, il a dit que c'est à pas de charge, après ces 3 sommations, qu'il a ordonné la charge. Maintenant, les sommations n'ont pas été données. Et puis bon, on a chargé les gens. Je pensais qu'il y a eu un peu d'abus quand même. Il y a eu de l'abus en la matière. En la matière, il y a eu de l'abus. Il faut le dire. La police a failli. D'accord. La police a failli. Le samedi, Le chef d'État n'a pas demandé ce genre de trucs. Le samedi, je devais me rendre au pied de l'Amazon pour une activité socio-éducative. Et à partir du campus, j'ai vu un spectacle désolant pour notre pays parce que j'ai pu constater que pratiquement à tous les carrefours, il y avait des policiers. Il y a d'autres qui étaient cagoulés avec, en tout cas, tous les dispositifs comme s'ils étaient dans un pays de crise, une situation de crise, et qui faisaient la ronde avec des véhicules. Mais tous les carrefours étaient remplis de policiers. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Parce que les gens veulent marcher. Et vous allez vous rendre compte que le jour-là, toutes les voies d'accès à la bourse du travail étaient bloquées. Il s'était filtré le passage. Pour vous montrer combien est-ce que les gens ne sont pas prêts pour la contradiction. Alors que ces gens-là, on les avait vus au four et au moulin, très actifs sur le terrain, traiter le chef de l'État à Boniaï, les chefs d'État à Boniaï, tous les noms, de dénoncer, de faire ce qui... Parce qu'aujourd'hui, moi je veux bien voir la posture de ceux qui ont fait le mercredi rouge, qui marchaient avec bandeau rouge sur la tête, t-shirt rouge aujourd'hui. C'est pour dire que quoi, nous avons une histoire, je le rappelle ça. Nous sommes partis de quelque part. Et donc, il ne saurait, à un moment donné, dans un groupe à un moment donné, continuer à privatiser, en tout cas dans cette mesure, les libertés fondamentales. Il est bon de laisser... Écoutez, même les policiers qui sont allés arrêter les syndicalistes, je me pose la question. Ils sont des travailleurs béninois. Et ce qu'on dit là, c'est une situation que vivent tous les travailleurs béninois. Mais comment se fait-il que des travailleurs, des responsables, porte-parole des travailleurs, veulent marcher, organisent des marches, et c'est d'autres travailleurs qui vont les arrêter? Parce qu'en réalité, dirons-nous, ils sont en mission républicaine? Oui, mission républicaine. Mission républicaine, mais attention, trouvons les moyens de faire en sorte que nous rendions service à ce peuple, plutôt que de penser que nous allons continuer à rendre ces services à un régime ou à un groupe. Ce n'est pas bien. La marche reprogrammée, en tout cas. Oui, la marche est reprogrammée. Non seulement la marche a été reprogrammée, mais j'ai suivi un peu les choses où la CSTB... La CSTB rentre dans la danse. Et le premier... Comment le premier, Ça suppose quoi? Ça suppose que la CSTB doit déposer ce matin même une demande à titre informatif qu'elle organise une marche le 1er mai et défile clairement l'itinéraire. Je pense que la CSTB a toujours organisé des marches le 1er mai. Oui. Donc, ils s'y connaissent en la matière. On le souhaite vivement. Ils vivement. connaissent les procédures. Donc, normalement, il n'y aura pas de souci avec Kassaman pour les siens. Ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que le gouvernement... En fait, si la CSTB dit aujourd'hui, c'est pas 72 heures. De toute façon, moi, je pense que cette affaire de déclaratif, quoi, là, les gens dénoncent quelque chose. Ils disent améliorer nos conditions de vie. Ce n'est pas aussi suicidaire, ce n'est pas aussi un péché. Oui, nous sommes dans un pays de droit. Oui, mais de toute façon. Il y a une loi qui encadre ce genre d'activité. Ceux qui sont là ont-ils respecté tout ce que Boniaï disait entre 2012 et 2016? Il faut suivre le bon exemple, pas le mauvais. Si vous ne respectez le bon exemple, pas le mauvais. Mais il y en a parmi eux qui ont fait, qui n'ont pas été chargés. Boniaï a dû parfois laisser tomber certaines choses. Oui, nous souhaitons Boniaï que ça soit ainsi avec ce pouvoir. De toute façon, que le pouvoir en place ferme aussi les yeux sur certaines choses. Chercher à encadrer. Mais c'est quand même bien que nous respections. Quand Karim Dassiva parle de dialogue, par exemple, combien de dialogues n'a-t-on pas vu entre les syndicalistes et les ministres? Attendez, le dialogue doit être perpétuel. Oui, attention, j'en viens. Combien de dialogues n'a-t-on pas vu entre les travailleurs et les ministres depuis 2016? Et combien d'actions concrètes ont été posées? Il y a des actions posées. Oui, vous vous souvenez un peu de l'actualité quand je parle les partis politiques entrent dans la danse maintenant. La force Corée Bénin émergent qui demande une nouvelle augmentation du SMIC. C'est de ça qu'il est question. Il faut ces gens de proposition. Non, moi, je pense que oui, les gens peuvent marcher. Les gens doivent marcher. Non, quand vous avez mais l'essentiel, c'est de faire des propositions concrètes au gouvernement. Quand vous dites moi, j'ai fait des propositions ici la fois passée et je demande à ce que le gouvernement prenne compte. Par exemple, si vous voulez, je rappelle très rapidement, où je demande à ce que les ministres que nous avons, les députés que nous avons, les cadres que nous avons, qu'ils aient une petite ferme
qu'ils entretiennent. Moi, Qu'ils aient des espaces cultivables. Écoutez, allez au nord du Bénin, au centre, nous avons des milliers d'hectares non cultivables. Il y a des moyens pour Non exploité. non exploiter. non, moi, je ne surveille pas sur le terrain. Donc, Affaire moi, de fin pour le ministre, là. Augmenter Laissons ça. encore c'est le politique, SMIC, c'est une très bonne Non, non, chose. politique affaire de fin agricole. pour le ministre, là. Oui, oui, C'est Laurent. pas ça, moi, mon problème. Diminuer les salaires des ministres, arranger les salaires On des ne peut travailleurs. pas diminuer les Après, on va salaires diminuer. Pourquoi politiques. devrait-on diminuer Pourquoi les salaires des salaire ministres, Laurent politique Roland demeure un Tonekes? salaire politique. Demandez à ce qu'on augmente le SMIC, ok, mais ne demandez Non, pas mais à ce on qu'on nous augmente dit le qu'il n'y a pas salaire. l'argent, c'est pourquoi on ne peut pas augmenter le Demandez à SMIC. ce qu'on augmente le SMIC, je suis d'accord. Si on n'a pas l'argent pour augmenter le SMIC, C'est des choses à si on soutenir. n'a pas l'argent pour augmenter les salaires des fonctionnaires, alors essayez de couper un peu chez les ministres et donner aux travailleurs. Seriez-vous content, vous, ministres, si on décidait Écoutez, de diminuer les et c'est salaires ça, des ministres? c'est ça le drame chez nous en Seriez-vous Afrique. content? Et c'est le drame chez nous. Vous venez en politique pas pour vous enrichir, pas pour vous servir du peuple. Vous venez pour servir. D'accord? Aussi longtemps que nos acteurs politiques viendront pour se servir et penser qu'on vient en politique pour s'enrichir, nos pays ne vont pas se développer. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Monsieur Laurent, un fonctionnaire international qui travaille... Vous avez dit fonctionnaire international. Laurent, Vous avez dit fonctionnaire international. S'il vous plaît, Laurent, Comme s'il vous punit, plaît. par exemple, qu'on ramène au Bénin. Vous voulez qu'il soit payé à combien? Vous avez dit fonctionnaire international. Alors, Allez. il est venu pour Il est- servir non, la non, nation. non, non, non. On pour passe faire à un autre développer le sujet. Bénin. Vous choisissez. On Vous passe êtes à à l'ONU, notre on vous l'amène au Bénin, vous sujet. acceptez de servir et vous acceptez ce qu'on vous paye. On passe à un autre sujet, Laurent Roland Tonekes et Adrien Tchomakou. C'est vrai qu'on en parlait très rapidement. Le 1er mai, la CSTB programme également sa marche. C'est une marche, hein, comme je le disais, à laquelle on est habitué. Le matinal écrit la CSTB sort son kata le 1er mai. Ça fait du travail. Oui, le 1er mai, la CSTB qui sort son kata annonce Dynamisme Info. Je pense que c'est Dynamisme Info. était en plateau en Oui, fin de semaine. oui, vendredi dernier. Je pense quand même que oui, c'est un programme qui a été bien établi par les responsables Oui. de la CSTB. CSTB. Bon, écoutez, ils ont l'habitude d'organiser une marche. Vivement Le que 1er mai. pour cette fois-ci, la marche soit vraiment pacifique, que des propositions concrètes. Vous avez des craintes que cette marche aussi soit le 1er Je mai? n'ai pas de crainte. Puisque la CSTB, de façon générale, les centrales de confédération syndicale, c'est des acteurs très responsables qui savent Qui quel prennent toutes acte les dispositions poser, pour qui doit éviter- prendre, quelles dispositions prendre. Donc je pense qu'en la matière, toutes les dispositions sont prises parce que nous sommes dans un état déclaratif, nous ne sommes pas dans un état d'urgence, nous ne sommes pas dans un état de crise où le préfet à tout moment doit interdire une marche. C'est vrai qu'il y a un arrêté, mais selon les tests en vigueur, quand le préfet prend un arrêté préfectoral pour pouvoir interdire une marche, c'est pour une durée donnée. À un moment donné, Alors, moi, ça n'a plus sa raison d'être. C'est ça, c'est Donc, c'est pour cela que je dis d'ailleurs qu'il y a beaucoup à dire sur cette affaire d'interdiction de marche ou d'autorisation spéciale. Autrement dit, ce n'est pas Toboula qui, depuis plus de 5 ans, a pris un arrêté, son arrêté ne peut plus continuer à courir. Donc, s'il doit avoir une nouvelle interdiction, le préfet actuel, M. Orula, doit prendre un autre arrêté pour clarifier ce qui ne va pas, ce qu'il est en train de craindre de façon concrète, afin que des gens savent à quoi s'en tenir. Le nouveau Toboula, comme l'a dit oui. le SG de la Chose curieuse, CSTB. Chose courant que le week-end. les deux finissent par oula, oula, ou bien oula, 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 de toute façon. Peut-être que c'est... peut-être que c'est ce que les dieux ont révélé, qu'il faut prendre des gens dont les noms finissent par là, qui vont semer... En tout cas, qui vont gérer. Mais ce que je veux dire, vous savez, par exemple, dans le cas du 1er mai, par exemple, c'est la journée de la célébration des travailleurs. Bien sûr. D'accord. Et donc, si les travailleurs veulent se manifester, en tout cas, veulent organiser des activités, est-ce qu'ils sont tenus, par exemple, dans l'exercice de la célébration de cette fête-là, écrire nécessairement une lettre? Il faut informer. Oui, il faut informer. S'il y a marche, il doit y avoir information. De toute façon, le 1er mai, on célèbre les travailleurs. Ouais. On attend de voir comment Vous est-ce restez que... chez vous à la maison et vous célébrez vous-même. Voilà. En tout cas, moi, j'attends le 1er mai pour voir ce que ça va se passer. Ce que je vais recommander, demander à Kassamampo et à son équipe, c'est de faire les choses dans les règles de l'art, dans cette mesure, qu'il n'y ait pas de débordement, mais que la police républicaine comprenne sincèrement que oui, il faut encadrer. Et je crois que Ansel Amoussou rappelait quelque chose aux policiers à la Bourse du Travail samedi dernier. J'ai vu une vidéo, il disait, mais j'ai comme l'impression que vous ne voyez pas la réalité en face. Parce que
les policiers qui ont été interpellés à Nagitengou, la police ne leur a pas mis d'avocat à disposition. Donc ils ont dû se battre seuls devant la justice. Ah oui, ça fait partie du métier. Oui, mais ça passé à Porte-Nouveau, ils sont allés en prison. Donc pour vous dire quoi? Vous savez que les forces de l'ordre sont dans une posture, une position assez délicate. Oui, parce oui. que parfois, ce qui relève là, c'est assez important. Ils sont bien conscients de la situation, mais on les envoie en mission et ils sont bien obligés. Oui, ce qui relève en ce moment est très important. C'est-à-dire que quand on vous envoie en mission, sachez vous envoyer. Parce que quand il y a de cas, il y a comment vous appelez, bang-bang, comme on le dit, c'est vous serez seul parce que l'État ne viendra pas vous... On vous dira, mais on ne vous a pas dit de faire ça. Donc, vous faites bien de parler de l'État Laurent Roland Tonenquès. Les travaux démarrent le 2 mai prochain. Il s'agit du projet asphaltage phase 2. Adrien. Oui, vous savez, le projet asphaltage, je pense que ça a mis du temps avant de commencer. C'est vrai que c'est un calendrier que le gouvernement s'est établi. On l'attendait depuis cette phase qui devrait démarrer depuis janvier. Je pense que nous sommes à fin avril maintenant, 4 mois plus tard. Donc, c'est véritablement dans le 5e mois de l'année 2024 que l'asphaltage phase 2 va démarrer. Quels sont les lieux et les communes bénéficiaires de ce projet? C'est la véritable préoccupation parce que ça... On a eu la liste, on a eu la liste entre-temps. Notamment, Abou-Calabi bénéficie largement. Il y a une partie du littoral aussi, je pense. Oui. Je pose la question parce que pour plus d'un, c'est qu'il y a des endroits qui sont toujours abandonnés. Quand vous allez au centre du Bénin, par exemple, et Dassa Zoumé, la commune de Dassa, que vous maîtrisez que je maîtrise très bien et n'est bon, pas si vous ne savez pas Dassa, je parlerai de Alada aussi. Oui, tout à fait. Et lui parlera de Kétou. Non, en réalité, c'est ce qui se dit. C'est normal, chacun prêche pour son église. Preuve à l'appui, c'est ça ce que j'explique. C'est-à-dire, beaucoup estimaient qu'il y a des communes que je peux appeler stratégiques qui doivent bénéficier de ce projet. Non, je suis d'accord, parce que la position de Dassa Zoumé... Dassa, c'est le carrefour. Vous voyez comment se trouve le carrefour de Dassa. Contrairement à ce qu'on a dit tout le temps que Boïko est centre. Depuis, je dirais, 15 ans, vous voyez l'état du carrefour de Dassa. Depuis 15 ans, je n'ai pas dit 8 ans, pour qu'on dise que c'est talent. Depuis le temps de Boniaï. L'état de ce carrefour central. Donc je pense que ça donne matière à réflexion. Pourquoi vous parlez de 15 ans? Des larmes. Vous auriez pu dire 30 ans. Pourquoi vous dites 15 ans? Vous auriez pu dire 30 ans. Bon, c'est ma manière de voir les choses. Oui, parce que ne situez pas par rapport à quelqu'un dans le temps, situons dans la généralité. C'est pour dire, Boniaï pouvait le faire, Patrice Talon aussi doit le faire. Il y a des fils de Dassa qui étaient ministres des TP. Oui, qui pouvaient le faire également. Je n'en disconviens pas. Voilà. Depuis 15 ans, bien avant 15 ans, l'état de ce carrefour n'était pas comme ça. Vous voyez, ça se dégrade chaque fois. C'est la raison pour laquelle je parlais de 15 ans. Donc je pense que, bon, c'est une très bonne chose, l'asphaltage. Si vous prenez Abou-Calabi ici, vous voyez le développement. Écoutez, vous allez, je vais à Cotonou. Vous avez vu la zone de l'aéroport. Comment, même si, excusez-moi, vous faites tomber un sachet de gari, vous pouvez encore reprendre facilement. Ramasser un peu. C'est pour dire que la vie est chère. C'est une très bonne chose. Il faut que ceux-là qui ont le marché, ceux qui doivent exécuter... Il faut que les travaux soient bien exécutés. Que ces travaux soient bien exécutés. Il faut que tout se passe très bien et les délais contractuels soient respectés. Que nous n'assistons pas à des éléphants blancs. Je sais bien que le gouvernement injecte bien assez de millions, de milliards, qu'on ne nous fasse pas quelque chose à l'image du stade Mathieu Kérékou de Cotonou, le stade de l'amitié, qui a été réfectionné à 14 milliards de francs CFA. Et malheureusement, moi, je vois que c'est un éléphant blanc. Vous faites bien discutable. Vous faites... discutable. C'est un éléphant blanc on va parler de notre sujet. On va parler de notre sujet. Vous faites bien d'évoquer la question de la qualité des travaux. Je voudrais attirer l'attention des gouvernants sur la question, sur la voie Carrefour-Kérékou, le nouveau marché. Ça ne fait pas encore 2 ans. Mais de l'eau stagne, et ça ne fait pas endroit les pavés. Ça veut dire que quoi? Il faut aller faire un contrôle là. Deuxième chose,
je félicite, j'encourage le gouvernement à faire ce qu'il ne fait pas féliciter parce qu'ils ont été élus pour améliorer nos conditions de vie. C'est leur job, ils doivent le faire ici bien pour qu'on les célèbre en 2026. Mais ce que je dis, il faut qu'on choisisse parfois le timing. Vous savez, nous avons des problèmes de maïs aujourd'hui à 500 francs le kilo pratiquement. Et la question évoquée, c'est que engrais de qualité ou rareté des pluies par endroit. Et nous avons constaté que depuis que l'entreprise Porteo réalise d'avoir Mississento à l'ADA ou je ne sais quoi, il y a difficulté d'avoir la pluie dans la zone de Caraïbes environ, alors que les gens font du maïs. Et s'il ne pleut pas, on n'aura pas du maïs. On ne va pas régler les problèmes. Qu'est-ce que vous tentez de dire? Ces travaux qui sont en train d'être lancés en pleine période pluvieuse, qu'est-ce qui va se passer avec la maîtrise de la pluie? Donc, moi, je pense que c'est des travaux. Vous avez fait bien de rappeler que c'était annoncé depuis. Mais pourquoi on attend avril-mai pour lancer les travaux? Et ça, les gens qui travaillent ne vont pas accepter qu'il pleuve. Donc, il y a que, pour le moment, oui, on ne peut plus reculer, il faut continuer. Mais il faut que pour les prochaines fois, quand le gouvernement veut lancer de tels travaux, qu'on essaie de voir comment situer le lancement de ces travaux dans les périodes de saison sèche, où on a du temps et les gens font les travaux, c'est pratiquement la finition que la pluie commence. Parce que là, en pleine période, on aura du mal à arroser nos maïs et puis après, le maïs peut se retrouver à 800 francs l'année prochaine. On aura compris votre préoccupation, Laurent Roland Tonekes. Une autre préoccupation dont la Nouvelle Gazette fait mention ce matin, 48 heures pour sauver la formation d'une béninoise. L'avenir du Bénin en souffrance au Canada. Patrice Talon doit rappeler à l'ordre l'ambassadeur d'Orego, Jean-Claude Adrien Tchoumakou. Oui, Arepa, il faut dire que l'avenir de notre cher et beau pays, le Bénin, en souffrance au Canada, il faut avouer que cela est dû à une petite erreur, une erreur matérielle, une erreur que je peux aussi qualifier de professionnelle, une erreur diplomatique. Il s'agit en réalité de notre ambassadeur Jean-Claude Dorego qui, au moment où il devrait remplir certaines formalités pour des étudiants, il y a eu une étudiante qui a aussi bénéficié de 3 ans de bourse de formation comme tout autre étudiant. Et malheureusement, au lieu d'écrire les 3 ans, il a mis 2 ans. Donc je pense que c'est à corriger, c'est une erreur qu'on doit corriger, parce qu'en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, la fille qui s'appelle Fassia Aloyon, elle est en difficulté. Et si ce n'est pas corrigé dans les 48 heures, les Canadiens vont l'expulser de leur pays. Or, c'est une bourse d'exemption canadienne, une bourse qui est prise en charge en intégralité par l'État canadien. L'État ne débourse 5 francs, rien. L'État béninois. L'État béninois. C'est juste un acte. Et celui-là qui doit donner les instructions, c'est bel et bien le ministre Wadaï. D'accord. Le ministre Wadaï qui a le portefeuille de la coopération. Et c'est lui qui doit instruire très rapidement l'ambassadeur Jean-Paul Dorego pour que cette erreur matérielle soit corrigée. C'est juste un acte officiel. Et c'est d'ailleurs, c'est dans cette optique que une association qui a une envergure internationale a donné une conférence de presse hier, je ne veux pas leur faire de publicité. C'est déjà bien quand même que des gens se saisissent de ce dossier pour pouvoir demander, plaider en faveur de cette jeune étudiante, une jeune fille qui a obtenu son bac, je pense à l'âge de 15 ans. Wow. C'est ce qui a été dit. Et elle fait partie des futurs intellectuels du Bénin. Si à l'âge de 15 ans, la fille a obtenu son bac, elle a bénéficié de cette bourse. Et elle n'a pas achevé ses études et elle sera expulsée, elle sera rapatriée. À cause de quoi? À cause d'une petite erreur professionnelle. Je pense que c'est à corriger. Le ministre Wada est à l'écoute et je pense que, et si vous suivez même les organisateurs, ils ne dénoncent rien. On n'accuse personne. On demande à ce que l'erreur soit corrigée pour que notre fille, cette béninoise, ce futur cadre de Bénin ne soit pas expulsé. Parce que vous savez, de l'autre côté de la mer, tout est bien organisé. Bien sûr, quand vous mettez pied dans leur pays, la date à laquelle vous devez quitter le pays, tout est mentionné, donc vous êtes très bien suivi.
Vivement que Laurent ça Roland soit Anthony très vite Kess, corrigé. l'avenir du Bénin en souffrance au Canada, écrit la nouvelle Gazette. Oui, je veux bien imaginer l'état d'âme des parents de cette fille aujourd'hui et l'état d'âme de cette fille. La fille aussi, hein, parce que n'oubliez pas que le stress sera assez grand à son niveau et donc il faille que les autorités gouvernementales qui sont censées prendre la décision idoine qu'il faut, le fassent au plus vite. L'erreur humaine. Le fasse au plus vite pour aider la fille à continuer ses études. Moi, chose curieuse, avant-hier, j'ai discuté avec une compatriote qui est partie au Canada également, qui fait sa thèse du doctorat, qui m'expliquait comment ça fonctionnait là-bas. Et donc, quand j'ai lu l'histoire de la fille, j'ai compris que ce qu'elle me disait il y a 24 heures. Et donc, je crois sincèrement que le ministre des Finances, qui avait à une époque donnée, quand il a eu le bac, la chance d'aller étudier à l'extérieur, notamment dans ces pays d'Amérique, connaît un peu le mode de fonctionnement de ces pays. Donc, il est la personne même qui a l'expérience, qui comprend la réalité, qui doit pouvoir prendre la meilleure décision dans la journée d'aujourd'hui. En tout cas, le fait est nécessaire pour cette fille. Souhaiter que cette fille rapidement soit réintégrée dans une certaine mesure, continue ses études et que ce soit la fierté du Bénin, que ce soit la fierté du Bénin. Je ne sais pas qui sont ses parents dans une certaine mesure, mais qu'on ne considère pas politique, qu'on ne considère pas appartenance socio religieuse ou je ne sais quoi, communautaire ou autre, qu'on considère Encore que, comme on nous décrit là, il s'agit juste d'une erreur. Oui, donc qu'on considère que c'est une fille qui peut rendre service au Bénin, voilà, qui sera peut-être demain ministre ou président de la République. C'est bien possible. Et cette personne à qui vous rendez service aujourd'hui, aucun service n'est gratuit. Perdu. Aucun bienfait n'est perdu. Tôt ou tard, indirectement, un de vos parents peut bénéficier de ce que vous faites à cette fille aujourd'hui. Et donc, vivement que la situation soit réglée. Autrement, si les chefs de l'État, que les gens fassent une fiche au chef de l'État expressément pour qu'il puisse prendre à bras le corps ce dossier. On parle de situation d'urgence. Oui, si même le ministre n'est pas informé, ceux qui sont censés écouter et faire, vous savez, vous avez fait les fiches parfois. Vous savez faire les fiches parfois quand on dénonce. Ceux qui font la pige, voilà. Ceux qui font la pige, qu'ils fassent leur boulot. Ceux qui font la fiche, quand on dénonce, et pour une fois, faites une fiche pour aider cette fille. Ça va être pour l'intérêt du Bénin. Voilà, faites-le pour le Bénin. C'est un procès verbal, on appelle ça en diplomatie procès verbal. Donc je pense que le ministre de la coopération, Wadaï, va instruire que les gens ne fassent pas pour que ça se passe très bien, l'ambassadeur. Non, j'ose croire, je suis optimiste pour elle. Je crois que d'ici demain, on aura la bonne nouvelle. Vous allez apprendre que ça va se faire. Ça va se faire. Je ne doute pas. On a besoin d'avoir cette bonne information et de la relayer par ici. Parce qu'une petite fille de 15 ans qui obtient son bac, qui a une bourse, c'est une valeur ajoutée pour le Bénin, pour l'intelligentsia béninoise. Merci beaucoup à vous, Laurent Roland Anthony Kess, merci à vous, Adrien Tchoumakou.